Bonjour. Alors, le cours de chimie organique, les grandes classes de réactions organiques, comporte les chapitres suivants. Donc, vous avez le premier chapitre qui concerne l'effet de solvant, le deuxième chapitre qui concerne les réactions de condensation, le chapitre 3, les réactions de catalyse par transfert de phase, le chapitre 4, les réactions d'oxydoréduction, le chapitre 5, les réactions péricycliques, le chapitre 6, les réarrangements moléculaires, et enfin, le chapitre 7, les réactions radicalaires. Alors, on commence par le chapitre 1 qui concerne les effets de solvants. Alors, les solvants, ils ont une grande importance dans la synthèse organique. Alors, dans cette image, qu'est-ce qu'on voit? On voit différents conteneurs de solvants, de petits ou moyens jusqu'à plus grands. Ce qu'il faut regarder en première position, c'est la plaque que vous avez ici qui indique danger solvant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les solvants, ils sont très dangereux. Ils sont très inflammables, ils sont irritants pour la peau et pour les yeux. Donc il faut vraiment faire très attention. Alors, à titre d'exemple, regardez la dame que vous avez ici, en des mesures de sécurité pour pomper donc, la quantité de solvant nécessaire dans ce petit bidon à partir de ce grand bidon. Donc là, vous avez un système spécial. Donc là, on va faire entrer l'air qui va pousser le solvant à sortir par là. Donc comme ça, on va récupérer le solvant du grand conteneur vers le petit conteneur. Mais regardez la dame que vous avez ici, comment il est équipé avec des lunettes, avec des paires de gants, et avec un blouson, et la même chose en bas. Donc il est bien équipé pour ne pas avoir de problème avec les solvants. Alors une petite introduction, on va tout d'abord définir les solvants. Alors le solvant est un liquide qui a les propriétés de dissoudre, de diluer ou d'extraire d'autres substances sans provoquer de modification chimique. Alors vous avez les produits qui sont dissous dans le solvant et qui sont appelés les solutés. Et quand le solvant est réactif, c'est la solvolyse. Donc le cas des réactions de substitution, d'élimination, où le solvant joue le rôle de nucléophile. Alors on va définir la solvatation. Donc c'est un phénomène physico-chimique qui est observé lors de la dissolution d'un composé chimique qu'on appelle la soluté dans un solvant. Alors la nature des interactions dépend de la nature des solvants et du soluté. Regardez ici, à titre d'exemple, le sel qui est dans ce cas un soluté et l'eau qui est un solvant. Donc après solubilisation, vous allez avoir une eau salée qui va être une eau homogène. On ne va plus distinguer le solide des grains de sel. Et là, c'est une solution. Alors vous avez des grandes familles de solvants qui sont les hydrocarbures aliphatiques ou aromatiques, les alcools, les glycols, les hydrocarbures halogénés, les cétones, les esters, les éthers de glycol et d'autres solvants tels que l'eau, les acides minéraux, les amides et les nitroparaffines. Alors chaque solvant a ses propriétés. Donc on va définir les propriétés des solvants. Donc un solvant est défini par son moment dipolaire. Alors qu'est-ce que le moment dipolaire, qu'on appelle aussi mu, et qui caractérise le dipôle de solvant. Et il dépend de la distance qui sépare deux atomes et de leur charge. Donc là, vous avez deux atomes qui sont chargés différemment et vous avez une distance. Donc la polarité, le solvant, est caractérisé par cette polarité qu'on appelle mu. Donc son moment dipolaire, c'est la charge qui multiplie la distance. Alors Q est la différence de charge en coulomb. On va faire la différence entre cette charge et cette charge, et sa valeur absolue, c'est Q, qui multiplie la distance que vous avez ici.
Et bien sûr, D est la distance entre les deux atomes qui est en mètres. Donc la charge en coulomb est D en mètres. Alors à titre d'exemple, vous avez ici la molécule d'eau, où vous avez des charges. Donc l'oxygène est un élément attracteur, électronégatif, donc vous aurez ici des sigma moins, et là, vous aurez des sigma plus. Et là, le moment dipolaire, il vaut 1,85 degrés. Alors plus le moment dipolaire du solvant est élevé, plus celui-ci favorise la formation et le maintien des charges. On dit qu'il augmente son pouvoir ionisant. Mais ce n'est pas toujours le cas, c'est pas automatiquement qu'il y a une différence de charge que vous aurez un moment dipolaire positif. Là, par exemple, vous avez ce carbone, le tétrachlorure de carbone. Vous avez une différence de charge entre le chlore et le carbone, sigma plus, sigma moins. Mais comme la molécule est tétrahydrique, vous avez une certaine symétrie. Donc là, la résultante, elle est nulle. Vous avez chaque atome, il va tirer, mais la résultante, elle va être nulle. Donc le moment dipolaire pour CCl4, il est 0, il est nul. Donc cette molécule, elle n'est pas polaire. Alors on définit aussi un solvant par sa constante diélectrique, qu'on appelle epsilon. La constante diélectrique, aux primitivités relatives, définit le pouvoir dissociant. Alors plus la constante diélectrique du solvant est élevée, plus le solvant favorise la séparation des particules. À titre d'exemple, la molécule d'eau, sa permittivité relative de l'eau est égale epsilon à 80. Bien sûr, à une température 20 degrés. Donc cette valeur, elle varie avec la chaleur. Donc elle va augmenter avec la chaleur et elle va diminuer avec la chaleur. Alors cela signifie que dans l'eau, deux charges électriques opposées verront leur force d'attraction divisée par 80. Donc par rapport au vide. Donc ils vont être séparés. Vous avez aussi la polarité qui définit les solvants. Donc une liaison covalente est dite polaire si la différence entre les électronégativités des deux atomes n'est pas nulle. Bon, par exemple ici, le Cl2, ils ont même électronégativité, donc là, la différence d'électronégativité est nulle. Par contre, dans le cas de HCl, le Cl est plus électronégatif que l'hydrogène, donc là, vous avez une différence d'électronégativité et cette molécule est dite polaire. Alors, vous avez, quand on dit une molécule de polaire, on va définir le vecteur du moment dipolaire qui va vers le plus, de plus vers le moins. Alors, l'intensité du vecteur dipolaire dépend évidemment de la différence d'électronégativité entre les deux atomes. Regardez ici, quand on va faire varier l'halogène ici, FCl, plus l'atome est électronégatif, plus le vecteur a une grande intensité. Alors comme le brome est moins électronégatif, donc là, son intensité est pratiquement faible. Donc la différence d'électronégativité ici, elle est faible. On définit également la proticité. Alors un solvant est protique s'il peut former des liaisons hydrogènes. Sinon, il est dit aprotique. Donc regardez ici la molécule d'eau. Bon, bien sûr, les molécules d'eau sont des molécules polaires. Donc le côté positif de l'hydrogène est attiré par le côté négatif de l'oxygène. Donc là, on va créer ce qu'on appelle des liaisons hydrogènes. Bon, ça existe entre l'oxygène et l'hydrogène, mais également entre l'azote et l'hydrogène, on peut avoir des liaisons hydrogènes. Mais on peut aussi également avoir le mélange. Par exemple, celle de l'azote peut être attirée par l'oxygène. Et l'inverse aussi. Alors, H2O est un solvant protique et il est polaire. Par contre, le CCl4, il est aprotique parce qu'il ne possède pas de liaison hydrogène. Il est apolaire parce qu'il n'a pas de différence d'électronégativité et vous n'avez pas de pôle positif et de pôle
négative. Alors, les caractéristiques du solvant. Un solvant aprotique apolaire, ce sont des solvants incapables d'établir des liaisons hydrogènes. Elles sont donc peu ionisantes, incapacité à créer des ions par rupture de liaison, et peu solvatantes, incapacité à enrober des charges. Alors, on va voir des exemples. Bon, exemple de solvant aprotique apolaire. Donc, la constante diélectrique et moment dipolaire. Vous avez ici les différentes constantes pour chaque solvant. Bon, par exemple, si vous prenez le N-hexane, son moment dipolaire est nul. Hein? Donc là, vous n'avez pas de différence de polarité. Sa constante diélectrique, elle est de 1,98. 1,88. La même chose pour les cyclohexanes, pour le 1,4-dioxane, CCl4 qu'on vient de voir, le benzène, ainsi de suite, le toluène, la chloroforme, l'éther. Donc vous voyez, ce sont des solvants aprotiques et apolaires. Alors les solvants protiques polaires, possèdent des liaisons hydrogènes, solvatent ainsi les molécules chargées. Les anions sont fortement solvatés grâce à des liaisons hydrogènes. Il devient isolé et donc peu réactif. Les cations sont aussi solvatés par le pôle électronégatif du solvant, et cette solvatation est moins forte qu'avec une liaison hydrogène. Alors il se trouve que les cations sont modérément réactifs. Regardez dans ce schéma. Donc là vous avez le cas des cations. Donc ils sont solvatés par le doublé, par les électrons, le doublé d'électrons de l'oxygène, puisqu'ils sont négatifs pour les cations. Par contre, pour les anions, ils sont solvatés, mais par les liaisons hydrogènes. Donc les anions, Bon, je répète. Alors pour les cations, ils sont solvatés par l'électronégativité de l'oxygène, le doublé que vous avez de l'oxygène. Mais ils sont modérément réactifs. Pourquoi? Parce que la solvatation ici n'est pas forte. Par contre, lorsqu'il s'agit des liaisons hydrogènes, alors là, la solvatation est vraiment forte. Et les charges moins, elles sont très piégées, elles sont donc peu réactives. Alors là, vous avez des exemples de solvants protiques polaires, où vous avez la constante diélectrique epsilon et le moment dipolaire nu, en degrés. Donc vous avez les acides éthanoïques, le pentane 3-ol, le cyclohexanol, le propane 2-ol, l'éthanol. Donc partout, vous avez des liaisons hydrogènes ici. Donc, vous voyez, le moment dipolaire, il n'est pas nul. Et la même chose, l'epsilon, elle est significative. Alors, si vous comparez avec l'eau, donc là, la valeur qui s'approche de 80, et le moment dipolaire est de 1,80. Donc là où vous avez la fonction alcool, ou le OH, ou l'eau, vous avez une certaine liaison hydrogène. Alors on va voir maintenant les solvants aprotiques polaires. Donc il y a apparition de charge par effet mésomère. On observe que la charge positive est diffusée, tandis que la charge négative est concentrée sur un seul atome. Donc je prends le cas ici de DMSO, diméthylsulfoxyde. Donc là vous avez une forme mésomère, puisque l'oxygène est un groupement attracteur. Donc vous aurez ici un sigma moins, une charge moins et là une charge plus. Donc vous aurez un pôle positif et un pôle négatif. Alors le pôle négatif, il est accessible, il est dégagé à l'extérieur. Par contre, le pôle positif, il est encombré
Et en plus, la charge plus, elle est diffusée. Ça veut dire que vous avez ici des groupements donneurs d'électrons. Donc la charge plus n'est pas vraiment disponible ici. Par contre, la charge moins, elle est très disponible. Puisqu'elle se trouve à l'extérieur, elle est plus attractive. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Les cations sont fortement solvatés et deviennent peu réactifs. Par contre, les anions sont faiblement solvatés. Ils restent modérément réactifs. Donc c'est l'inverse avec les solvants protiques. Donc regardez ici, lorsque vous avez une charge plus, il est très attiré par la charge moins ici. Donc les cations, ils sont très solvatés. Donc ils sont peu ou pas réactifs. Par contre, les anions, qui doivent être normalement solvatés par cette charge plus, et comme cette charge plus est dispersée, il n'est pas disponible, donc les anions sont modérément réactifs parce qu'ils sont moins solvatés. Alors là, vous avez des exemples de solvants aprotiques polaires avec leur constante diélectrique, epsilon, et du moment des polaires nus. Donc on a dit que ces solvants ne possèdent pas de liaison hydrogène. Donc vous avez la pyridine, le pétandone, l'acétone, l'anhydride acétique, ainsi de suite. Et là, vous avez leur valeur et leur constante diélectrique qui est considérable. Donc là, vous avez le DMSO, DMF, diméthylformamide, l'acétonitrile, le nitrobenzène, et l'hexaméthylphosphoramide, l'anhydride acétique, la pyridine. Donc ce sont des solvants qu'on va rencontrer souvent. Alors en gros, vous avez donc les solvants polaires et les solvants apolaires. Alors parmi les solvants polaires, vous avez qui possèdent des liaisons hydrogène, tels que l'eau ou bien l'éthanol, et ceux qui ne possèdent pas de liaison hydrogène, tels que le propanone. Donc ceux qui ne possèdent pas de liaison hydrogène possèdent des effets, des formes mésomères. Donc là, vous avez le côté positif et le côté négatif. Par contre, là où vous n'avez pas de polarité, donc les solvants apolaires, le cas de cyclohexane, vous n'avez pas de différence entre l'électronégativité des atomes qui forment le cyclohexane, ou bien le tétrachlorométhane, que malgré la différence d'électronégativité, la résultante est nulle. Et par suite, le moment dipolaire est nul. Alors pour les solvants polaires, donc vous avez les solvants polaires protiques qui possèdent des liaisons hydrogène et les solvants polaires aprotiques où vous n'avez pas de liaison hydrogène. Alors ceux qui possèdent des liaisons hydrogène, comme l'eau et les alcools, et aussi les acides, donc qu'est-ce qu'ils vont faire? Leur charge, leur côté négatif, va solvater les cations, mais d'une façon modérée. Donc les cations seront plus réactifs. Par contre, les anions, ils sont piégés ou bien solvatés par les liaisons hydrogène, donc ils sont peu réactifs, parce qu'ils sont très solvatés. Par contre, lorsque vous avez les solvants polaires aprotiques, c'est l'inverse. Parce que vous avez le côté négatif qui est très fort, qui va solvater davantage les cations, ce qui fait que les cations seront peu ou pas réactifs. Par contre, les anions, c'est l'inverse, parce qu'ils sont moins solvatés par le côté positif qui est dispersé ici. Donc les cations sont modérément réactifs. Alors on va voir les effets de solvant dans ces conditions. Alors le solvant peut soit stabiliser ou déstabiliser un état de la réaction. C'est ce qu'on appelle l'effet de solvant. La vitesse de réaction s'en trouve alors modifiée, parfois d'une manière très importante. La réaction peut alors n'être possible que dans certains solvants, cas des organomagnésiens. Alors on commence par l'effet de solvant sur la réaction.
Donc c'est un processus simple. Un solvant polaire favorisera la formation et la séparation des charges, tandis qu'un solvant apolaire favorisera la disparition des charges. Donc si vous mettez par exemple un produit qui est chargé plus, moins, si vous le mettez dans un solvant qui est apolaire, il va favoriser par un solvant polaire. Donc il va lier, donc il n'y aura pas de solvatation. Par contre, si vous mettez ce composé AB dans un solvant polaire, donc vous allez avoir une solvatation et vous aurez une séparation de charges. Par contre, si vous mettez ces charges séparées dans un solvant apolaire, il n'y aura plus de séparation, on va retrouver la forme AB. Bon, une petite remarque. Lorsqu'un processus fait intervenir des molécules de charge neutre, la polarité du solvant n'a aucune influence. Donc si les charges ici, si vous n'avez pas de charge sigma plus, sigma moins, donc là, ça n'a pas d'importance du solvant, que ce soit polaire ou apolaire. Alors là, vous avez un exemple, donc une réaction, avec des états de transition. Alors il se peut que l'état de transition soit ABC, rien qu'en utilisant un solvant bien spécifique, ou bien augmenté. Donc cette réaction elle est difficilement réalisable dans ce premier solvant. Par contre, si vous changez de solvant, le solvant 2, cette réaction est possible parce que l'état de transition est faible. Donc dans le solvant 1, la réaction s'effectue moins bien que dans le solvant 2. Alors vous avez l'effet de solvant sur la réactivité des molécules. Alors vous avez la basicité et la nucléophilie, ou bien la théorie HSAB, Hard and Soft Acid and Base, ou l'influence du solvant et du contre-ion, ou bien la solvatation, ou bien la nucléophilie. Alors on va définir ces termes. Alors on commence par la basicité et la nucléophilie. Alors une base, il attaque un atome d'hydrogène. Bon, par exemple, le OH-, c'est une base, il va arracher un proton. Tandis qu'un nucléophile, CN-, donc malgré la charge moins que vous avez ici, il attaque un centre nucléophile. Donc il va attaquer un centre positif, pauvre en électrons, tel que par exemple les carbocations R+. Donc R+, et CN- vont réagir en tant que nucléophile électrophile. Alors une molécule peut être à la fois basique et nucléophile, et sa réactivité est modifiée par les conditions du milieu, telles que le solvant, la température, les gènes stériques des constituants. Alors de manière générale, plus la charge négative est concentrée, plus la molécule aura un caractère basique, tandis qu'une charge diffusée sera nucléophile. Donc si vous avez remarqué ici, le OH-, c'est une petite molécule, donc il va avoir un caractère basique. Par contre, le CN-, c'est une grosse molécule, donc la charge moins diffusée, ce qui fait qu'il va avoir un caractère nucléophile. Alors on va passer à la théorie Hard and Soft Acid and Base. Alors on peut identifier sur des molécules des sites mous et des sites durs. On les définit tels que une charge dense, petite et peu polarisable est un site dur. Bon, par exemple, le OH- et H+, ce sont des sites durs parce qu'ils sont petits et ils sont chargés. Alors une charge dispersée, étendue et polarisable est un site mou. Donc, par exemple, le cation ici, le carbocation ici, ou le carbanion, ils vont jouer le rôle de nucléophile et électrophile. Donc c'est un site mou, ce n'est pas un site dur. Alors un site dur réagira en priorité avec un autre site dur, tandis qu'un site mou réagira avec un site mou. Donc là vous avez la loi dur-dur,
mou, mou. Donc si vous mettez les 4 composés ensemble, le OH- va réagir avec H+, et le R+ va réagir avec R-. Donc la réaction entre le OH- et R+ sera faible. La même chose, la réaction entre H+ et R- sera faible. Alors en général, les réactions entre sites durs sont des réactions acide-base. Et les réactions entre sites mous sont des réactions nucléophiles électrophiles. Alors on va voir l'affluence du solvant et du contre-ion. Alors un ion est plus réactif s'il est moins lié fortement à son contre-ion, et l'inverse. Ainsi pour l'ion fluorure, donc vous avez le même ion, F- ici et ici. Qu'est-ce qui change? C'est le contre-anion. Là vous avez Na+, là vous avez le tétraéthylammonium. Alors la différence c'est ces deux ions ont des charges fortes et concentrées. Alors ce sont deux sites durs. Ils sont donc fortement liés et F- est dans ce cas est peu réactif. Donc là vous avez des petites charges, des petits atomes, donc ils sont très liés. Et le F- il est moins réactif. Par contre là la liaison elle n'est pas forte parce que là vous avez un centre qui est un centre où la charge est diffusée, donc c'est un centre mou, et là vous avez un centre dur. Donc la loi mou-dur n'est pas mou-mou ou bien dur-dur n'est pas appliquée ici. Ce qui fait le fluor est un site dur et l'ammonium est un site mou, ils sont donc faiblement liés. Et F- est très réactif. Donc s'il est très peu solvaté, F- il va être plus ou moins libre, il va réagir, il va être plus réactif. Donc le contre-anion, il va jouer sur l'activité de l'anion. On va définir la solvatation en solvant protique. Alors en solvant protique, les cations et les anions sont bien solvatés. Les petits nucléophiles sont mieux solvatés que les nucléophiles volumineux. Donc les petits nucléophiles sont mieux solvatés que les nucléophiles volumineux. La nucléophilie des halogènes, elle va donc prendre ce sens. Alors plus ils sont diffusés, plus ils sont grands, plus ils ont un caractère nucléophile. Regardez ici, le F- est petit, donc il va avoir un caractère moins nucléophile. Il va avoir plutôt un caractère basique. Alors plus on augmente le volume, plus la nucléophilie augmente parce que le volume augmente. Et bien sûr, la solvatation, elle va dans ce sens. Plus la molécule est petite, plus elle va solvater davantage. Alors regardez ici, par exemple le F-. Alors quand il est avec des solvants protiques, vous avez des liaisons hydrogènes. Donc le pont que vous avez ici, la distance, si vous voulez, entre l'hydrogène et le F, elle est petite. Par contre, si vous prenez l'iode, alors l'iode, la distance ici, elle est grande. Donc l'iode est moins solvaté que le fluor. Ce qui fait l'iode, il va avoir un caractère nucléophile. Parce qu'il va être plus ou moins libre. Alors c'est ça, donc les cations et les anions sont bien solvatés. Mais les petits nucléophiles sont mieux solvatés que les nucléophiles volumineux. Donc là, un nucléophile volumineux, il est moins solvaté. On va définir la nucléophilie relative en solvant protique maintenant. Alors, la nucléophilie est une mesure de vitesse relative à la réaction. Alors, elle est basée sur la basicité. Un nucléophile plus basique est moins réactif. Il est affecté par la solvatation. Par contre, un nucléophile plus solvaté est moins réactif. Bon, par exemple, si vous prenez
là vous avez un classement de la nucléophilie relative dans un solvant protique. Vous avez des liaisons hydrogène. Alors, quand on a des liaisons hydrogène, plus la molécule est grande, moins il est solvaté, à cause de la distance qui sépare les charges. Regardez si on compare par exemple l'iode, le brome, le chlore et le fluor. Donc là, le fluor, il est moins nucléophile que l'iode. Alors, les anions petits sont plus solvatés en solvant protique, donc moins nucléophiles, et l'inverse. Alors vous avez aussi la solvatation en solvant aprotique, polaire, là où vous n'avez pas de liaison hydrogène. Donc les solvants aprotiques polaires n'ont pas d'hydrogène lié à un atome électronégatif tel que l'azote ou l'oxygène. Donc vous n'avez pas de liaison hydrogène. Alors on peut citer l'acétone, on peut citer l'acétonitrile, on peut citer le DMF, diméthylformamide. Donc là, on peut citer le DMSO, dimethylsulfoxyde, ou bien l'hexaméthylphosphoramide que vous avez ici. Alors les solvants, ils solvatent bien, donc ces solvants aprotiques polaires, ils solvatent bien les cations, mais pas les anions, à cause de leur côté négatif. Alors, le côté négatif est très disponible, donc il va solvater davantage les cations, mais pas les anions, parce que le côté positif est moins disponible. Alors la nucléophilie relative en solvant aprotique, vous n'avez pas de liaison d'hydrogène. Alors en absence de solvatation, les anions réagissent fortement comme nucléophiles. Donc ils sont très disponibles. Alors les solvants aprotiques sont très utiles pour effectuer une réaction SN2 qui demande un nucléophile très fort. La nucléophilie suit la basicité. Alors la nucléophilie relative en solvant aprotique est la suivante. Donc du moment que les ions négatifs ne sont pas solvatés, alors plus ils sont petits, plus ils sont réactifs. Par contre, la nucléophilie relative en solvant protique, c'est l'inverse. Donc regardez, plus l'anion est grand, plus il est moins solvaté, plus il est réactif, plus il est nucléophile. Alors on va voir l'effet de solvant dans la réaction de substitution nucléophile de premier ordre. On va tout d'abord rappeler la réaction SN1. Alors c'est une réaction qui se fait en 3 étapes. La première étape est monomoléculaire et qui est une étape lente au cours de laquelle a lieu la rupture hétérolytique de la liaison CX. Donc on va séparer cette liaison CX. Bon, par exemple ici vous avez ce produit halogéné. Donc le Cl est un groupement partant. Après son départ, on va former le carbocation. La deuxième étape, qui est une étape très rapide, et au cours de laquelle le nucléophile ici vous avez l'eau, il réagit avec le carbocation. Donc le doublet de l'oxygène va attaquer le carbocation et on va voir la formation ici de l'alcool après le départ de H+. Et enfin la troisième étape, et qui est très rapide également, au cours de laquelle les produits de la réaction se forment. Donc là, une autre molécule vient arracher ce proton et on va voir la formation de l'alcool. Donc on a fait une réaction de substitution, on a substitué le chlore par l'alcool. Alors comme la cinétique d'une réaction est toujours imposée par l'étape lente, la première étape dans ce cas, la vitesse de formation du produit, tertiobutanol, est égale à celle de la formation du carbocation. Donc plus le carbocation est formé rapidement, plus la réaction est rapide. Donc tout dépend de la formation de carbocation dans la première
étape. Alors maintenant, on va voir l'influence de solvant dans cette réaction SN1. Alors un solvant protique polaire augmente la vitesse de SN1 car il forme des liaisons hydrogènes avec le groupement partant. Donc il va le solvater. Alors celles-ci vont polariser davantage la liaison CX pour fournir le carbocation. Regardez ici, vous avez des liaisons hydrogènes. Donc ils vont entourer l'halogène. Ils vont faciliter son départ. Donc la solvatation de X va faciliter son départ. Et bien sûr, le carbocation formé est stabilisé également par solvatation. Donc la même chose, le carbocation qui va être formé est stabilisé par les doublés de l'oxygène qui vont stabiliser cette charge plus. Donc en général, les réactions de substitution nucléophile premier ordre sont stabilisées par les solvants polaires protiques qui possèdent des liaisons hydrogènes. Bon, par exemple, là vous avez trois groupements éthyles sur ce carbone. Alors on va faire une substitution de ce bran. Donc si on le fait au milieu aqueux, dans un solvant polaire protique, cette réaction elle va se dérouler avec une très grande vitesse, 400 000. Par contre, si on change, et si on fait par exemple un mélange de solvants eau, acétone, comme l'acétone est aprotique, alors rien que le fait d'ajouter par exemple l'acétone, on va diminuer de rendement et la vitesse sera pratiquement nulle, 1. Alors là, vous avez, pour cette raison, la constante diélectrique de l'eau qui est égale à 80 et la constante diélectrique de l'acétone qui est égale à 21, ce qui explique cette différence de vitesse de la réaction. Donc la constante diélectrique de solvant indique sa capacité de stabiliser ces ions et donc d'accélérer la réaction SN1. La solvatation du nucléofuge par des liaisons H explique ce phénomène. Alors la constante diélectrique, par exemple de l'eau, vous voyez, elle est 80. Celle de DMSO, 49. De DMF, 37. L'acétonitrile, 36. Le méthanol, 33. L'HMPA, 30. L'acétone, 21. Donc cette constante électrique, diélectrique, elle augmente. Donc vous avez augmentation de la polarité de solvant. Et vous avez augmentation de la vitesse de réaction SN1. Donc plus la constante diélectrique augmente, plus la vitesse de réaction SN1 augmente. Alors vous avez à l'opposé l'effet de solvant dans les réactions de substitution nucléophile, mais cette fois de deuxième ordre. Alors un petit rappel sur les réactions SN2. C'est une réaction d'ordre 2. Alors le mécanisme est bimoléculaire. Il se fait en une seule étape. Donc l'attaque et le départ, ils se font en même temps. Donc ça, c'est l'état de transition. Vous avez l'attaque et le départ. Donc là, on veut substituer ce chlore par ce OH. Alors là, on n'obtient pas un mélange racimique, on obtient un seul produit. Si on part par exemple de S, on va se retrouver avec R. Alors l'influence du solvant dans ce cas, de SN2, pour un nucléophile chargé négativement, un solvant polaire protique diminue la vitesse de SN2 en solvatant le nucléophile par établissement de liaison hydrogène. Il diminue ainsi sa nucléophilie. Donc si vous mettez par exemple dans une réaction le nucléophile en présence d'un solvant polaire, vous avez des liaisons hydrogène, le nucléophile va être complexé. Il sera moins réactif. Donc il ne va pas faire une substitution SN2. Il devait être fort pour avoir SN2. L'attaque et le départ.
Alors si vous avez un milieu de solvant avec des liaisons hydrogène, le SN2 ne peut pas avoir lieu. En revanche, un solvant apolaire, ou polaire mais aprotique, absence de liaison hydrogène, il augmente la vitesse de SN2 en solvatant le cation du nucléophile. Alors la figure ci-contre montre la solvatation du cation K+, d'un nucléophile par le diméthylsulfoxyde, DMSO, qui est un solvant polaire aprotique. Donc là, le solvant que vous avez ici, le DMSO, vous avez le côté négatif qui est très disponible, par contre le côté positif qui est dispersé, qui est moins disponible. Donc ils vont solvater les cations, ce qui fait la séparation de charge. Il va être séparé de ces anions. Par contre, les anions seront moins solvatés, ce qui fait qu'ils seront plus disponibles. Et là, on peut avoir accès à la réaction de substitution nucléophile deuxième ordre. Alors en plus pour le nucléophile, la solvatation n'est pas favorable à cause des gènes stériques du groupement méthyle du DMSO. Alors le nucléophile restera alors libre dans le milieu réactionnel, donc très réactif pour attaquer directement le dérivé halogéné et favoriser le passage à l'état de transition. Donc là vous avez une molécule polaire, sigma plus, sigma moins. Donc regardez ici. Donc le côté positif où la charge est diffusée, elle n'est pas capable de solvater le nucléophile. Donc le nucléophile sera très disponible pour une réaction SN2. Alors là vous avez d'autres exemples de solvants polaires mais aprotiques, tels que le DMSO, diméthylsulfoxyde, l'acétonitrile, ou bien le DMF, diméthylformamide. Alors en conclusion, SN1 est favorisé par les solvants polaires et qui sont protiques, pas de liaison avec des liaisons hydrogènes. Donc vous avez l'eau, les alcools, les acides. Par contre, SN2 est favorisé par des solvants polaires et aprotiques, pas de liaison hydrogène. Alors vous avez le DMSO, l'acétone, le DMF et ainsi de suite. Alors en conclusion, le SN1 est favorisé par les solvants polaires et qui sont protiques. Vous avez des liaisons hydrogènes, telles que l'eau, les alcools, les acides. Par contre, SN2 est favorisé par les solvants qui sont polaires et qui sont aprotiques. Vous n'avez pas de liaison hydrogène. Donc on peut citer le DMSO, l'acétone, le DMFE et ainsi de suite. Alors là, vous avez en conclusion des familles de solvants organiques. Donc vous avez les hydrocarbures halogénés, vous avez les 1, 2, 3 trichloroéthylène, ou bien le perchloroéthylène, ou bien dichlorométhane. Donc vous avez 2 chloro sur le méthane. Vous avez également les alcools, tels que l'éthanol, le méthanol, ou l'acide sulfurique. Vous avez aussi les cétones. Vous avez la méthyle isobutyl kétone, ce composé. Vous avez les éthers, l'éther éthylique dans ce cas. Vous avez les tétrahydrofuranes, THF. Donc tétrahydrofurane, le furane c'est lorsque vous avez 2 liaisons ici. Et tétra lorsque vous avez 4 hydrogènes. Donc c'est le tétrahydrofurane. Vous avez les éthers de glycol, ROR, OH. Alors vous avez comme exemple l'éthylène glycol, qu'on appelle le méthyl éther. Vous avez le propylène glycol, méthyl éther. Vous avez les esters, l'alcoolate d'éthyle. Vous avez les acétates, acétate d'éthyle, que vous avez ici. Vous avez les carbonates de propylène et vous avez les dérivés nitrés ou bien les nitroalcanes, tels que le nitrométhane, le 2-nitropropane ou bien le nitrométhane.
benzène. Et pour finir, vous avez les dérivés soufrés, tels que le sulfure de carbone que vous avez ici, CS2, le DMSO, diméthylsulfoxyde qu'on a vu, et vous avez également les dérivés azotés, la triéthylamine, ou bien la pyridine, ou bien le DMF, diméthylformamide, ou bien l'acétonitrile. Voilà, on vient de finir ce cours.